Tu savais le nombre de personnes qui souhaitent devenir milliardaires? C'est hallucinant. Mais combien sont prêts à tout pour y parvenir? En 2024, on dénombre 2781 milliardaires dans le monde, soit seulement 0,00003% de la population. Certains disposent de seulement quelques milliards, alors que d'autres ce sont des dizaines, voire des centaines au compteur. Mais même si ce nombre est très faible, on n'y trouve pas seulement des personnes bienveillantes. Quand certains sont simplement des habitués de la presse à scandale, d'autres sont de véritables criminels. Et d'ailleurs, on retrouve bien souvent les mêmes vices dans leur façon d'agir, que ce soit pour avoir plus de pouvoir, encore plus d'argent, ou même pour assouvir une pulsion. Et parmi ceux que je vous ai dégotés, il y en a de très pervers, qui vont parfois jusqu'à faire preuve de cruauté. Tu as sûrement déjà entendu parler de Jeff Bezos ou de Liliane Bettencourt, mais tu ne connais sûrement pas encore Jacqueline Mars ou même Henry Thompson, Nicolas III. Et pour parler de tous ces milliardaires, nous allons utiliser le principe de l'iceberg. C'est très simple, nous allons commencer par traiter le sujet en surface, avec les milliardaires impliqués dans les plus gros scandales dont tu connais forcément déjà l'existence. Et au fur et à mesure de la vidéo, nous allons plonger de plus en plus profondément jusqu'aux milliardaires les plus malsains, en passant par les criminels endurcis. Voilà, donc on va parler de milliardaires toujours plus malsains les uns que les autres, avec des comportements de plus en plus sordides. Sur ce, c'est parti pour l'iceberg des milliardaires les plus malsains. Bienvenue dans la Rat Place. Jeff Bezos. Alors bon, est-ce qu'il est possible de faire une vidéo sur les milliardaires sans commencer par Jeff Bezos, fondateur d'Amazon à la tête d'une fortune de près de 200 milliards d'euros. Il est loin d'être le pire des milliardaires, mais il traîne tout de même son lot de casseroles. Amazon a d'ailleurs récemment été condamné à une amende de 32 millions d'euros en France pour surveillance excessive de ses salariés. Les employés se sont plaints de conditions de travail déshumanisantes avec de longues heures travaillées et un taux de blessure très élevé. Quelques années avant cela, Jeff Bezos avait déjà été impliqué dans des histoires de licenciements abusifs. Par exemple, une ancienne femme de ménage a poursuivi le milliardaire pour discrimination et licenciement abusif, avançant également des conditions de travail difficiles et des temps de pause non réglementaires. La même année, Amazon aurait demandé à ses employés de prolonger leurs horaires de travail pendant la période de pointe entre Thanksgiving et Noël, et ce sans préavis. Un employé raconte même qu'il n'avait pas su qu'on lui avait demandé de faire des heures supplémentaires avant d'arriver au travail et de voir sur l'application de l'entreprise qu'il avait déjà 1 heure de retard. Des pratiques qui soulèvent des questions sur l'éthique du milliardaire et le respect des droits des travailleurs. Elon Musk. Continuons de nager à la surface avec l'un des hommes les plus influents et les plus critiqués de notre époque, Elon Musk. Fondateur de Tesla, SpaceX et propriétaire de X, anciennement Twitter, Elon Musk est souvent au cœur de l'attention médiatique. Le milliardaire est d'autant plus connu pour ses tweets provocateurs. Récemment, Elon Musk a répondu à un tweet qui demandait pourquoi veulent-ils tuer Donald Trump, en s'interrogeant sur le pourquoi Trump ferait-il une meilleure cible que Biden ou Kamala. En réalité, Musk est critiqué pour sa gestion de Twitter depuis son acquisition de la plateforme. Il a entre autres réintégré des comptes suspendus et pris des décisions qui font débat sur la modération des contenus. Du côté de X, il y a aussi eu des licenciements massifs, des changements de politique et une augmentation des discours de haine. Des actions qui ont évidemment provoqué d'énormes débats sur la direction générale de la plateforme. Avec une fortune estimée à près de 220 milliards d'euros, Musk est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde. Il a fait l'objet de nombreuses polémiques au fil des années, notamment lorsqu'il a été accusé de fraude en 2018. Musk avait alors affirmé sur Twitter qu'il envisageait de privatiser Tesla et qu'il avait obtenu un financement pour cela, ce qui a eu pour conséquence de faire chuter les actions du constructeur automobile de plus de 13%. Le milliardaire a alors simplement réglé l'affaire en payant une amende de 40 millions de dollars tout de même. Des actions qui soulèvent chez lui aussi des questions d'éthique et de responsabilité en tant que géant de la tech. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg et sa plateforme Facebook ont été au cœur de nombreuses polémiques, notamment au sujet de confidentialité et de traitement des données personnelles. Tu as sûrement déjà entendu parler du plus célèbre des scandales, celui de Cambridge Analytica. Pour faire simple, les données de millions d'utilisateurs ont été collectées sans leur consentement et utilisées à des fins politiques. Ce scandale a conduit à une amende record de 5 milliards de dollars pour avoir trompé les utilisateurs sur la confidentialité de leurs données. Facebook a également été accusé de ne pas faire le nécessaire pour lutter contre la désinformation et les fake news sur sa plateforme. Un problème qui a été particulièrement pointé du doigt lors des élections présidentielles américaines de 2016 où Zuckerberg aurait permis la manipulation des informations. Malgré toutes ces controverses, Mark Zuckerberg continue de prospérer et sa fortune personnelle est estimée à plus de 160 milliards d'euros. Zuckerberg constitue un exemple frappant de la manière dont le pouvoir et la richesse peuvent être accompagnés de problèmes de responsabilité éthique. Liliane Bettencourt. J'enchaîne directement avec un autre nom que tu connais très certainement, étant donné que Netflix a réalisé un documentaire sur l'un des plus gros scandales de la famille, c'est celui de Liliane Bettencourt, héritière de l'Empire L'Oréal. Et étant donné que le documentaire ne date que de 2023, je ne vais pas m'éterniser sur l'affaire. En résumé, le conflit entre Liliane et sa fille Françoise a éclaté principalement à cause du photographe François-Marie Bagné. Il a alors été accusé d'avoir abusé de la faiblesse de Liliane pour obtenir des cadeaux somptueux. L'affaire a ensuite pris une dimension politique lorsque des enregistrements sonores ont révélé des liens avec certaines personnalités politiques,
tels que l'ancien président Nicolas Sarkozy. Les enregistrements clandestins réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt ont alors révélé des pratiques de fraude fiscale et de paiements illégaux qui ont conduit à des poursuites judiciaires. Plusieurs personnes ont alors été mises en examen pour abus de faiblesse, corruption de témoins et faux témoignages. En 2019, un non-lieu général a été prononcé, clôturant ainsi l'affaire après 11 ans de bataille judiciaire. Aujourd'hui, c'est Françoise Bettencourt-Meyers, donc la fille unique de Liliane, qui a naturellement hérité du premier groupe de cosmétiques mondial, faisant d'elle la femme la plus riche du monde avec une fortune estimée à 91,8 milliards d'euros. Et elle est la deuxième fortune de France dans le classement Forbes de 2024, juste derrière Bernard Arnault. Gina Rinehart. On descend maintenant d'un niveau pour atteindre les profondeurs où l'on va parler d'affaires éthiquement douteuses. Bien que ces milliardaires ne soient pas directement impliqués dans des crimes majeurs, leurs actions et celles de leurs entreprises ont soulevé des questions d'éthique et eu un impact significatif sur la société. Gina Rinehart en est un exemple frappant. Du haut de ses 70 ans, elle est la PDG de Hancock Prospecting, une entreprise privée fondée par son père spécialisée dans l'exploration et l'extraction de minerais. Gina Rinehart aurait réussi à redresser l'entreprise, alors en difficulté financière, pour en faire un géant de l'industrie minière. Mais à quel prix? Car elle est souvent critiquée pour ses pratiques environnementales destructrices. Ces entreprises minières, notamment impliquées dans l'extraction de charbon, ont des impacts environnementaux non négligeables. Ces activités sont cause de déforestation, de pollution de l'eau, de l'air et de destruction des habitats naturels d'Australie. Rinehart est également connue pour son climato-scepticisme. Pour faire simple, elle réfute l'idée du changement climatique. Elle a d'ailleurs été critiquée pour avoir diffusé de la désinformation à ce sujet. Elle a même été jusqu'à financer des campagnes pour s'opposer à la réglementation environnementale. C'est sûr que ce n'est pas pour arranger ses petites affaires minières. Parmi ses plus gros scandales, on retrouve ses actions contre les projets visant à réduire les émissions de CO2 dans le bassin artésien, un bassin qui est au passage l'une des sources d'eau les plus importantes d'Australie. En plus de ses pratiques environnementales plus que douteuses, la milliardaire a été impliquée dans des conflits juridiques avec ses propres enfants. Et comme pour l'affaire Bettencourt, cette petite querelle portait sur la gestion de la fortune familiale. Gina Rinehart est d'ailleurs la première fortune d'Australie, à la tête de 28,35 milliards d'euros. Stéphane Bancel. On continue dans nos profondeurs, cette fois-ci avec un milliardaire français, Stéphane Bancel. Il est le PDG de Moderna, une entreprise spécialisée dans le développement de vaccins et impliquée dans la course de ceux contre le coronavirus. Il y a donc de fortes chances pour que tu aies déjà entendu son nom, et encore plus pour que tu aies déjà entendu celui du laboratoire. Bancel est devenu l'un des visages les plus controversés de l'industrie pharmaceutique. Pendant la pandémie du Covid-19, Moderna a été critiqué pour la hausse des prix de ses vaccins. Une décision qui a suscité la colère du grand public et des gouvernements du monde entier. Mais ce n'est que l'envers du décor. En réalité, les dirigeants de Moderna, dont le PDG Stéphane Bancel, ont profité de la crise sanitaire et de la demande croissante de vaccins pour vendre une grosse partie de leurs actions. Des actions dont le cours était par conséquent à la hausse, ce qui a évidemment suscité des accusations de fraude financière. Une fraude qui consisterait à utiliser des informations confidentielles, donc non connues du grand public, pour réaliser des transactions boursières à l'avantage des dirigeants. Bancel a donc naturellement été accusé de prioriser ses profits sur la santé publique. Une pratique qui soulève de vraies questions sur l'éthique du milliardaire et la légitimité de sa fortune. Stéphane Bancel occupe en 2024 la 25e place du classement des milliardaires français avec une fortune estimée à plus de 3,5 milliards d'euros. Bernard Madoff. Voilà un nom que tu connais très certainement. Bernard Madoff est célèbre pour avoir orchestré le plus grand système de Ponzi de l'histoire. Madoff est né à New York dans une famille modeste juive. Son père était un ancien plombier devenu agent de change et sa mère était courtière en immobilier. Madoff a brièvement étudié le droit à Brooklyn avant de fonder sa propre société de courtage en 1960, Madoff Investment Securities LLC, ou SARL en français. Pendant les 20 premières années d'activité de la société, rien à signaler, tout est clean. Mais on ne peut pas en dire autant des 20 suivantes où Bernard Madoff escroque en sous-marin des milliers d'investisseurs jusqu'à accumuler une fraude estimée à près de 60 milliards d'euros. Derrière sa société d'investissement, Bernard Madoff a mis en place un système de Ponzi. Au cas où tu n'en saurais rien, cela consiste à utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des plus anciens. Madoff pouvait alors donner l'illusion d'un fonds d'investissement hyper rentable, attirant sans cesse de nouveaux investisseurs. Et Madoff est à ce moment-là un homme réputé et respecté dans le monde de la finance. Il est même le président du Nasdaq, l'une des plus grandes places boursières de 1990 à 1993. Puis un beau jour, en 2008, l'escroquerie du milliardaire prend fin en raison du début de la crise financière. De nombreux investisseurs demandent alors naturellement à récupérer leur placement. Mais Madoff n'a évidemment pas les fonds nécessaires pour honorer toutes ces demandes, ce qui va révéler au grand jour la nature frauduleuse de son système. Il est arrêté dans la foulée et sa fortune personnelle est alors estimée à plus de 15 milliards d'euros. En 2009, lors de son procès, Madoff plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation dont la fraude et le blanchiment d'argent. Il est alors condamné à 150 ans de prison et y décédera en 2021. Vincent Bolloré. Avant d'attaquer les grandes profondeurs, terminons notre niveau en beauté avec un personnage français qui est loin d'être inconnu, Vincent Bolloré. Tout commence en 1981 lorsque ce breton reprend avec son frère les papeteries familiales OCB.
Ouais, les feuilles à rouler. Le sigle signifie au passage Odet, Cascadec, Bolloré, Odet étant le nom du fleuve, Cascadec celui du village, et Bolloré celui des fondateurs, dont l'arrière-arrière-grand-père de Vincent. Bref, aujourd'hui, le groupe Bolloré n'a plus aucune action dans OCB, entre-temps, les deux frangins se sont diversifiés. Donc si tu ne portes pas le milliardaire dans ton cœur, tu peux continuer à te détendre en toute sérénité sans l'enrichir, même si pour ça, il n'a pas besoin de toi. Il commence par investir dans une compagnie de transport maritime, puis dans une autre compagnie de transport ferroviaire, les deux situées en Afrique. Il développe alors sur le continent des lignes de chemin de fer et des concessions portuaires, dont celle située dans le golfe de Guinée. Depuis, Vincent Bolloré a été au centre de nombreux scandales, aussi bien pour ses activités logistiques que médiatiques. Pendant plus de 35 ans, le groupe Bolloré a été un acteur central de l'exploitation forestière et du commerce de bois africain. Plusieurs ONG ont dénoncé les ravages de cette exploitation industrielle sur les humains et l'environnement, notamment par l'affectation de l'écosystème et des populations forestières. Mais la diversification est la clé du succès, et Vincent l'a bien compris. Il se lance alors dans la musique avec Universal, puis dans les médias avec Canal+, et Vivendi. Le groupe qui avait d'ailleurs acheté l'une des premières sociétés de Marc Simoncini. Je t'invite à consulter ma vidéo sur son sujet si ce n'est pas déjà fait. En 2005, Vincent Bolloré ouvre la chaîne Direct 8, aujourd'hui CNews, et rachète Prisma, un éditeur de magazines dont Voici, Géo ou encore Capital. Bolloré est alors impliqué dans diverses affaires et se retrouve souvent au cœur de polémiques. En 2012, il est accusé d'avoir financé illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, et plus récemment, il se retrouve sous la menace d'une comparution au tribunal correctionnel pour des faits de corruption. Sachant que la société européenne Bolloré a déjà écopé d'une amende de 12 millions d'euros en 2021 pour des faits de corruption au Togo. Le milliardaire est aussi impliqué dans des scandales liés à ses relations avec des personnalités médiatiques. Par exemple, il a été critiqué pour son soutien à Cyril Hanouna, l'animateur controversé de TPMP, diffusé sur C8, une chaîne appartenant à Bolloré. L'animateur est connu pour ses nombreux dérapages et ses propos jugés scandaleux. Hanouna a été impliqué dans de nombreuses polémiques, dont des canulars jugés homophobes et des insultes envers des personnalités publiques. En 2022, l'animateur insulte le député Louis Boyard, ce qui conduit à une amende record de 3,5 millions d'euros. Divers incidents qui ont conduit C8 à de nombreuses amendes pour un total de 7,5 millions d'euros. Ce qui n'empêche pas les deux hommes d'entretenir une relation très étroite. L'animateur en question a même créé une société de production avec l'un des fils du milliardaire. La gestion autoritaire de Vincent Bolloré fait débat et certains affirment qu'il limite la liberté de la presse. Vincent Bolloré est accusé d'utiliser son vaste empire médiatique pour promouvoir des discours réactionnaires et complotistes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'inquiètent de la concentration des médias entre ses mains, un fait qui soulève de nombreuses questions sur la diversité des opinions pouvant être exprimées. En 2024, la famille Bolloré gagne 3 places au classement des milliardaires français, atteignant ainsi la 8e place avec une fortune de 9,2 milliards d'euros. Et on peut maintenant plonger dans les grandes profondeurs, où l'on va aborder des sujets beaucoup plus sombres, tels que le meurtre. Matteo Messina Denaro. Bon, là on va monter d'un cran en termes de violence puisqu'on va parler de milliardaires criminels mondialement connus. Matteo Messina Denaro est l'un des parrains de la mafia sicilienne les plus redoutés. Il a laissé derrière lui une traînée de terreur et de violence sans précédent. Denaro a commis son premier meurtre à l'âge de 18 ans. Il est d'ailleurs surnommé Diabolique, le dernier parrain de la Cosa Nostra. Matteo est né en 1962 et baigne dès sa plus tendre enfance dans le crime organisé. Son père était le chef du clan local très apprécié par Salvatore Riina, le boss du clan Corleone-C, immortalisé dans le film Le Parrain. Matteo nourra lui aussi des liens étroits avec Riina et sera impliqué dans de nombreux meurtres, dont ceux de 2 juges anti-mafia. Le type n'avait aucune pitié. Après avoir participé au meurtre de l'un de ses rivaux, il ira jusqu'à étrangler sa femme enceinte. Denaro se vantait lui-même de pouvoir remplir un cimetière avec toutes ses victimes, illustrant sa cruauté et son pouvoir au sein de la mafia. En 1993, il est confronté à une avalanche d'enquêtes pour association mafieuse et homicide multiple. Il choisit de disparaître dans la nature, mais continue à gérer son empire criminel dans l'ombre. Il est d'ailleurs l'un des organisateurs de l'enlèvement du petit Giuseppe Di Matteo. L'enlèvement avait alors pour but de convaincre le père du petit de rétracter son témoignage sur l'assassinat de l'un des 2 juges. L'enfant, alors âgé de seulement 12 ans, sera retenu prisonnier pendant 779 jours, à la suite de quoi il sera malheureusement étranglé et son corps sera dissous dans l'acide. Denaro passera 30 ans de sa vie en cavale, il sera donc jugé et condamné à 6 fois la perpétuité en son absence. Dans sa planque, les autorités retrouveront des biographies de Poutine, d'autres d'Hitler et des produits dérivés du fameux film Le Parrain, dont un poster d'Al Pacino. Il est arrêté seulement en 2023 dans un dispensaire de Palerme alors qu'il se fait soigner pour son cancer du côlon, à la suite duquel il décédera à l'âge de 61 ans. Denaro était a priori protégé à haut niveau puisqu'il a continué de voyager de pays en pays pendant ses années de cavale. Il a été confirmé que le milliardaire s'était rendu pendant ces années-là
Venezuela, au Brésil, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Autriche. Bien que principalement connu pour ses activités criminelles, Denaro était aussi un homme d'affaires. Pour blanchir son argent et diversifier ses sources de revenus, il a investi dans l'immobilier, dans des supermarchés et même dans l'énergie éolienne. Denaro utilisait alors des hommes de paille et des entreprises de façade pour investir dans des parcs éoliens en Sicile. Ces investissements lui ont permis de générer des revenus considérables tout en donnant une apparence légitime à ses activités financières. Le milliardaire a également tiré profit du racket et obligé les entreprises à payer une protection. Il détournait aussi des fonds publics au travers de contrats de construction et avait des activités illégales de gestion de déchets. La fortune de Matteo Messina Denaro, basée sur les jeux d'argent, le trafic de drogue et donc les énergies renouvelables, a été estimée à 2,9 milliards d'euros. Pablo Escobar. On continue dans les milliardaires criminels avec le célèbre roi de la cocaïne, Pablo Escobar. Je ne vais pas trop m'attarder sur son sujet puisque la série Narcos le fait déjà très bien. Escobar, comme tu le sais, a amassé une fortune colossale au fil des années grâce au commerce de la cocaïne. Mais il est responsable de la mort de près de 4000 personnes, y compris des policiers, des hauts fonctionnaires, des juges et des journalistes. Sa fortune lui a permis de corrompre des politiciens et des forces de l'ordre, mais aussi de construire sa propre prison, la cathédrale. Il pouvait alors y continuer ses activités criminelles en toute sérénité. Dans les années 80, son cartel de Medellín contrôlait jusqu'à 80% du marché mondial de la cocaïne, générant 315 millions d'euros par semaine. Si on prend en considération l'inflation qui nous sépare depuis ces années, on est sur plus d'1 milliard d'euros par semaine. Escobar a été tué lors d'une fusillade avec la police en 93 et sa fortune personnelle était estimée à 28,5 milliards d'euros, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 66 milliards et demi. Joaquín Guzmán. Joaquín Guzmán est l'un des barons de la drogue les plus connus de l'histoire. Si je te dis qu'il est le célèbre El Chapo, ça devrait te parler davantage. Né au Mexique en 1957, il gravit les échelons du monde criminel jusqu'à devenir le chef du cartel de Sinaloa, l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes et les plus influentes du pays. El Chapo a commencé sa carrière criminelle en travaillant pour le cartel de Guadalajara dans les années 80, l'un des premiers cartels et l'un des plus importants de cette époque. Il a rapidement gagné en notoriété grâce à ses méthodes brutales incluant meurtre, torture et enlèvement. En 1989, après l'arrestation de plusieurs leaders du cartel, celui-ci se divise en plusieurs groupes. C'est de cette division que naît le cartel de Sinaloa dont El Chapo prend le contrôle. Il se distingue rapidement par la construction de tunnels sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui facilite le transport de la drogue. El Chapo ira même jusqu'à utiliser des sous-marins et des avions pour la logistique. Son cartel était responsable de la distribution de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de marijuana dans tous les États-Unis et même dans d'autres pays. El Chapo a lui aussi maintenu son pouvoir grâce à la corruption de forces de l'ordre et par la formation d'alliances avec d'autres cartels, ce qui lui a permis de développer plus facilement ses affaires et d'éliminer ses rivaux. Malgré plusieurs arrestations, El Chapo réussira à s'évader 2 fois de prison, une fois en 2001 et une autre en 2015 grâce à des plans d'évasion qui ont fasciné le monde entier. La première fois, il a corrompu des gardiens pour se cacher dans un panier à linge et sortir ainsi en toute discrétion. Il restera en cavale pendant plus de 10 ans avant d'être de nouveau emprisonné et cette fois-ci, il va s'échapper par un tunnel creusé sous sa cellule. Le tunnel mesurait alors plus d'1 kilomètre et était équipé de ventilation, d'éclairage et même d'une moto sur rail pour évacuer les gravats. Mais en 2016, il se fait attraper une 3e fois et sera extradé aux États-Unis l'année d'après. Il y est jugé et condamné à la prison à perpétuité en 2019 pour avoir acheminé plus de 1200 tonnes de cocaïne rien qu'aux États-Unis. Pendant près de 30 ans, il a acheminé des quantités importantes de drogue, amassant une fortune de près de 11,4 milliards d'euros. Il a même figuré 4 fois sur la liste des milliardaires de Forbes entre 2009 et 2012. L'histoire de ce milliardaire soulève des questions sur la manière dont la violence et la corruption peuvent être utilisées pour amasser des fortunes colossales. Aujourd'hui, bien que sa fortune ait considérablement diminué, elle est estimée à près d'1 milliard de dollars. Alphonse Gabriel Capone. On continue de descendre dans les grandes profondeurs, ce qui nous amène à l'un des premiers gangsters que l'on pourrait considérer comme milliardaire, Alphonse Gabriel Capone. Cet homme est plus connu sous l'abréviation Al Capone, ou encore sous le surnom de Scarface. Je suis certain que tu as déjà entendu parler de lui, étant donné qu'il est l'un des brigands les plus connus de l'histoire américaine. Al Capone est né à Brooklyn en 1899, et il a régné sur Chicago dans les années 1920, soit approximativement autour de ses 21 ans. Al Capone a commencé sa carrière criminelle en tant que membre de gang de New York, avant de déménager à Chicago. Là-bas, il travaille pour un certain Johnny Torrio, un criminel local d'envergure, dont il devient rapidement le protégé. Après l'assassinat du chef de l'organisation Big Jim, Torrio en prend le contrôle, et donne à Capone des postes de plus en plus importants. La prohibition, qui interdit alors l'alcool aux États-Unis à cette époque, offre une opportunité de business en or pour les criminels. Capone et Torrio en profitent et mettent en place un réseau de contrebande d'alcool, un business très lucratif. Torrio nomme Capone à la tête de l'organisation en 1925. Capone orchestrera de nombreux meurtres et ira corrompre des policiers pour protéger ses différentes activités,
trafic d'alcool, jeux d'argent et prostitution. À son apogée, sa fortune personnelle était estimée à 100 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plus ou moins 1,3 milliard d'euros. Capone n'hésitait pas à utiliser la violence pour éliminer ses rivaux et asseoir son pouvoir. Le massacre de la Saint-Valentin de 1929, où 7 de ses rivaux ont été abattus, est un exemple célèbre de sa brutalité. Capone employait plus de 600 gangsters à Chicago et possédait divers biens immobiliers et diverses entreprises, telles que des bars clandestins, des brasseries ou encore des maisons de jeux. Mis à part ses petites activités criminelles, Al Capone réussit à se faire passer pour un homme d'affaires respectable. Il est même surnommé Robin des Bois par certains en raison de ses nombreux dons caritatifs. Malgré sa richesse et son pouvoir, Capone est inculpé en juin 1931, mais pas pour ce que l'on pourrait penser. Non, malgré tous ses crimes, il est condamné pour fraude fiscale. Le 11 octobre 1931, Al Capone est condamné à 17 ans de prison, dont 11 ans ferme, ainsi qu'à une amende de 80 000 $, dont 30 000 de frais de justice. Autant l'amende peut paraître dérisoire, mais la peine d'emprisonnement paraît disproportionnée par rapport aux charges retenues. J'ai donc creusé un peu sur le sujet, et voici ce qu'il en ressort. Premièrement, les autorités ont réussi à démontrer qu'il avait omis de payer ses impôts entre 1925 et 1929, fait qu'il avait au passage reconnu lors de négociations antérieures. Et deuxièmement, la sévérité de la peine devait servir d'exemple pour montrer que personne n'était au-dessus des lois, pas même les figures les plus puissantes du crime organisé. Bref, Capone est incarcéré à Alcatraz jusqu'en 1939, sa santé s'y détériore en raison de la syphilis, et il meurt en 1947 à l'âge de 48 ans. Son histoire soulève des questions sur la manière dont le crime organisé a toujours pu prospérer en exploitant les failles de la société. La violence et la corruption pouvaient déjà à cette époque permettre d'accumuler de grandes richesses. Bon, je sais que les histoires de criminels sont captivantes, mais nous devons avancer dans notre iceberg. Peut-on faire plus malsain que ceux cités précédemment? En réalité, je te dirais oui et non. Les milliardaires qui vont suivre n'ont peut-être pas commis autant de crimes que ceux cités précédemment, qui eux étaient des hors-la-loi, mais ils ont tout de même réalisé des actions criminelles. Trafic de drogue, viol, soutien au crime organisé, on plonge maintenant en eau trouble, là où même la lumière n'ose pas s'aventurer. Bienvenue dans les abysses. Jacqueline Mars. On commence soft, enfin façon de parler, avec l'une des femmes les plus riches des États-Unis, Jacqueline Mars. Comme son nom l'indique, elle est l'héritière de la célèbre entreprise de confiserie Mars et de la fortune qui va avec. En octobre 2013, la milliardaire a été impliquée dans un accident de voiture meurtrier en Virginie. Son véhicule a traversé la ligne centrale de l'autoroute et percuté un monospace Chrysler contenant 6 passagers. Un journal a rapporté que selon les autorités, Mars aurait avoué à un témoin sur les lieux qu'elle s'était endormie au volant. Cet accident tragique a causé la mort d'une femme de 86 ans, alors assise à l'arrière, ainsi que celle de l'enfant à naître de la conductrice, alors enceinte de 3 mois. L'accident a été suffisamment violent pour que le reste des passagers soit blessé et conduit à l'hôpital. À cette époque, Mars était la deuxième femme la plus riche des États-Unis, avec une fortune nette de 18,45 milliards d'euros. Elle a plaidé coupable de conduite imprudente, ce qui lui a valu une suspension temporaire de son permis de conduire de seulement 6 mois. Et une amende de, accroche-toi bien, 2500 $. Ce qui soulève des questions d'équité, de justice et de responsabilité des personnes très riches. Dans ce cas précis, bien que Mars ait été reconnu coupable de conduite imprudente, la clémence de la famille des victimes a joué un rôle important dans la décision du tribunal. Malgré la gravité de l'accident, la famille a exprimé son pardon envers la milliardaire et déclaré qu'elle n'avait jamais souhaité que Jacqueline Mars passe du temps derrière les barreaux suite à cet accident. La mère de la conductrice qui a perdu son bébé a même déclaré au tribunal « Nous n'avons que du pardon dans nos cœurs pour elle. Mon mari et moi aimerions remercier Madame Mars pour sa gentillesse jusqu'à présent et espérons qu'avec le temps, elle aussi trouvera la paix. » Et là, je te pose la question, à ton avis, quel est le montant de sa gentillesse? Aux dernières nouvelles, la fortune de Jacqueline Mars était estimée à 31,64 milliards d'euros. Et comme disait Léopold Desrosiers, l'argent, le pouvoir, deux choses à laquelle la raison humaine ne résiste pas. Henry Thompson, Nikola III. On poursuit notre dernier niveau avec Henry Thompson Nikola III, un homme d'affaires américain né en 1959. Ce milliardaire, docteur en informatique, est surtout connu pour être le fondateur de Broadcom Corporation, une société créée en 1991 et qui collabore avec plusieurs grandes entreprises dont Google, Dell ou encore IBM. L'entreprise est d'ailleurs entrée en bourse seulement 7 ans après sa création. Tu l'auras compris, Nikola est donc une figure importante dans le domaine de la technologie aux États-Unis. Il prend sa retraite en tant que PDG de la société en 2003, jusque-là, tout va bien. Mais en juin 2008, Nikola et d'autres dirigeants de Broadcom sont inculpés pour fraude boursière. Bon, c'est du déjà vu, mais au même moment, le milliardaire est inculpé pour trafic de drogue. Les accusations de fraude seront finalement rejetées en décembre 2009 et les accusations pour trafic de drogue seront rejetées en janvier 2010. Mais tu te doutes bien que si j'en parle dans la vidéo, c'est que ses activités ne s'arrêtent pas là. En août 2018, Nikola est arrêté à Las Vegas, soupçonné une nouvelle fois pour trafic de drogue. Mais cette fois-ci, il a été découvert diverses substances dans sa suite d'hôtels. Marijuana, héroïne, cocaïne, méthamphétamine et ecstasy. Tout y est.
Il est alors bien obligé de plaider coupable aux 2 chefs d'accusation concernant la possession de drogue, puis il acceptera de faire un don d'1 million de dollars à un programme de réadaptation pour toxicos, effectuera 250 heures de travaux d'intérêt général et suivra une thérapie. En contrepartie, le parquet rejettera les 5 autres chefs d'accusation de trafic de drogue plus grave et abandonnera toute demande de peine de prison. L'affaire sera ensuite classée, et ce malgré les antécédents de l'accusé. Ce qui soulève encore une fois des questions sur l'équité du système judiciaire et les privilèges dont peuvent bénéficier les personnes les plus riches. Malgré ces faits, en 2024, Henry Thompson figure toujours sur le classement des milliardaires Forbes en 133e position avec une fortune estimée à 12,6 milliards d'euros. Pavel Durov. J'enchaîne directement avec celui que l'on surnomme le Zuckerberg russe, Pavel Durov. Le milliardaire est un entrepreneur russe connu pour avoir cofondé le réseau social VKontakte, VK pour les intimes, et l'application de messagerie Telegram. Il est né en 1984 au sein de l'Union soviétique, mais passe la majeure partie de son enfance en Italie, puisque son père travaille à Turin. Ce dernier était docteur en sciences philologiques et travaillait comme professeur à l'université. Son fils obtiendra d'ailleurs son diplôme en philologie dans cette même université, et pour faire simple, c'est de l'histoire de langue. Pavel Durov a commencé sa carrière d'entrepreneur en 2006 en fondant VKontakte avec son frère, le plus grand réseau social d'Europe de l'Est. Le réseau en question est accessible en France, tu peux aller voir si tu es curieux, mais grosso modo, c'est une copie russe de Facebook. VK est donc naturellement le réseau social le plus utilisé en Russie. Malgré son succès, le réseau social est impliqué dans de nombreux scandales, notamment pour des raisons de violation de droits d'auteur et de censure. Après plusieurs conflits avec les nouveaux propriétaires de la société et la pression des autorités russes, Pavel démissionne de ses fonctions de PDG et quitte la Russie. En 2013, il lance Telegram, une application de messagerie cryptée qui revendique confidentialité et liberté d'expression. Entre-temps, Durov obtient la nationalité dans différents pays tels que les Émirats arabes et la France. Mais derrière cette image de défenseur des libertés numériques, se cache en réalité une image bien plus sombre. En 2024, le milliardaire est arrêté en France pour une série d'accusations toutes plus graves les unes que les autres. Il est alors accusé de complicité pour diffusion de pornographie infantile, de trafic de drogue et de transactions frauduleuses. Des faits qui révèlent des failles dans la modération de Telegram qui est souvent utilisée pour la diffusion et l'organisation d'activités criminelles. Malgré ces polémiques, Durov continue de jouir d'une immense fortune estimée à 14,15 milliards d'euros. Le milliardaire a toujours défendu la confidentialité des données et la liberté d'expression, une ligne de conduite qui lui a permis de faire fortune, mais à quel prix? Il reste encore à prouver que ces idéaux ont permis à des criminels de prospérer, une question qui continue de diviser l'opinion publique. Mohamed Al-Fayed. Pour conclure cette vidéo sur les milliardaires les plus malsains, nous allons parler de Mohamed Al-Fayed, un homme qui encore aujourd'hui est au cœur de l'actualité. Né Mohamed Fayed en Égypte en 1929, son nom est aujourd'hui synonyme de luxe et de scandale. Il est le fils aîné d'un instituteur et grandit dans un milieu modeste. En grandissant, Mohamed Fayed occupe divers emplois, il commence par vendre du Coca-Cola dans les rues d'Alexandrie, puis des machines à coudre. Sa vie prend un tournant en 1954 lorsqu'il épouse la sœur de Adnan Khashoggi, j'espère que je le prononce correctement, un homme d'affaires saoudien très riche et très célèbre qui opère principalement dans le commerce de l'armement. Cet homme est d'ailleurs impliqué dans certaines transactions internationales importantes telles que la vente d'avions de chasse à l'Arabie Saoudite, ou encore des transactions financières avec la veuve de l'ex-dictateur philippin Ferdinand Marcos. Bref, grâce à cette connexion, Mohamed Fayed commence à travailler dans l'entreprise d'importation de son beau-frère en Arabie Saoudite, ce qui lui permet rapidement de se faire un nom dans le petit gratin à la fois des Émirats, d'Haïti et de Londres. En 1974, il s'installe au Royaume-Uni et ajoute le préfixe Al à son nom, devenant ainsi Mohamed Al-Fayed. Il diversifie alors ses activités en investissant dans des entreprises de luxe et acquiert plusieurs propriétés prestigieuses. Parmi celles-ci, on retrouve l'hôtel Ritz à Paris et la célèbre chaîne de magasins à Rhodes à Londres. Puis dans les années 90, Al-Fayed est impliqué dans le scandale Cash for Questions au Parlement britannique. Il admet alors avoir payé des députés pour poser des questions en sa faveur, un acte qui ternit sa réputation. Plus récemment, des accusations beaucoup plus graves ont été portées contre lui. On parle de violences sexuelles dont les premières accusations remontent à 2008. Une adolescente de 15 ans l'avait alors accusé d'agression sexuelle dans une salle de réunion de Harrods. Mais le parquet avait décidé de ne pas engager de poursuite en raison de preuves contradictoires. Quelques années plus tard, en 2015, Mohamed Al-Fayed fait de nouveau l'objet d'une enquête pour des accusations de viol. Plusieurs femmes qui travaillaient alors pour lui l'accusent de multiples actes d'agression sexuelle et de viol. Mais là aussi, le parquet britannique décide de ne pas engager de poursuite, et ce, malgré les enquêtes de police. Les accusations portaient sur des attouchements, des baisers forcés et même des examens gynécologiques illégaux après l'embauche des victimes présumées. Mais a priori, il n'y avait pas de perspective réaliste de condamnation. De nouvelles accusations ont continué à émerger après son décès à l'âge de 94 ans en 2023. Les avocats représentant les victimes présumées ont reçu plus de 150 nouvelles demandes de victimes potentielles. Des allégations qui ont été révélées par un documentaire de la BBC dans lequel les victimes présumées partagent leurs témoignages. Ces faits impactent significativement l'image du milliardaire, et ce, même après sa mort. Les discussions autour de ces actions continuent de faire surface aujourd'hui et près de 60 femmes l'accusent d'agression sexuelle et de viol. Mohamed Al-Fayed reste un exemple de la manière dont le pouvoir et la richesse peuvent être entachés par des actes répréhensibles.
Il a figuré plusieurs fois dans le classement Forbes des milliardaires arabes et était en 11e position en 2022. Cette même année, Mohamed Al Fayed était classé 1445e milliardaire au niveau mondial. En ce qui concerne sa fortune, elle était estimée lors de son décès en 2023 à 2 milliards d'euros. Elle doit aujourd'hui être répartie entre sa seconde épouse, une ancienne mannequin finlandaise, et leurs 4 enfants. Et bien voilà pour ce premier iceberg sur ma chaîne, j'espère vraiment qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Tu remarqueras que ce sont essentiellement des hommes, mais il y a d'autres noms de personnes très riches qui sont connus pour d'autres faits criminels. Parmi elles, on retrouve Jeffrey Epstein, condamné pour trafic sexuel et abus sur mineurs, ou encore Robert Durst, reconnu coupable de meurtre. Mais ils n'ont jamais été milliardaires. Donc pour parler d'eux, je ferai sûrement une prochaine vidéo sur les millionnaires les plus malsains, donc abonne-toi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si tu es encore là, je t'invite à mettre milliard en commentaire, et n'oublie pas, la chance sourit aux audacieux. C'était Maxime, bisous Mora.